And now, l'Assemblée va entendre l'allocution de Son Excellence Gaston Alfonso Brown, Premier ministre et ministre des Finances, de la gouvernance des entreprises et des partenariats publics-privés d'Antigua et Barbuda. Je prie le protocole de bien vouloir accompagner Son Excellence, que j'invite à prendre la parole devant l'Assemblée. Madam President, Secretary General, Madame la Présidente, Monsieur le Secrétaire Général, Excellences, Antigua et Barbuda s'exprime en tant que micro-État qui se trouve actuellement en première ligne de la crise climatique. Nous sommes exposés à des chocs graves alors que notre accès à des financements abordables reste limité. L'économie de mon pays fait partie pourtant de celles qui croissent le plus vite dans les Caraïbes. Notre développement humain est également élevé. Mais nous ne le devons pas au système financier mondial, ni aux efforts mondiaux visant à enrayer les changements climatiques. Bien qu'il y ait eu des avantages dans notre évolution, grâce à ces efforts, ces derniers n'ont pas permis de réaliser la transformation promise. Nous savons combien de dégâts peut faire un ouragan. Les progrès accomplis peuvent en quelques heures être annulés par la force brutale de la nature. Et cette réalité, nous l'avons déjà vécue auparavant. Chaque année, nous craignons de la vivre à nouveau. C'est pourquoi, en tant que petit pays, nous sommes d'accord pour dire qu'effectivement, nous sommes mieux ensemble. Comme le dit le thème de cette session de l'Assemblée générale. God for human life, Notre monde est un point d'inflexion. Le recul du multilatéralisme, des fondements du droit international et du respect des droits humains et des libertés fondamentales est une mise en garde. Le moment est décisif pour l'humanité. Les conflits auxquels nous assistons, le mépris de la vie humaine, le refus de remettre les armes et d'ouvrir un dialogue, le manque de respect vis-à-vis des pauvres, des plus vulnérables, des petits, ceci dessine un avenir dystopique, plus divisé que jamais. C'est donc le moment de rassembler de nouveau toutes les nations autour des buts et principes de la charte qui avait été consacrée il y a 80 ans. Mais en l'absence de coopération internationale, la paix universelle ne sera pas réalisée. Ce dont l'humanité a besoin aujourd'hui, ce n'est pas de paix, mais de compassion aussi, de solidarité, de justice. L'amour doit emplir nos cœurs. La crise climatique n'est pas une prévision météorologique pour les petits États insulaires, c'est notre drame quotidien. Les côtes se retirent, les coraux blanchissent, les tempêtes s'intensifient alors que les sécheresses détruisent les cultures et les animaux. Mais ce n'est pas une fatalité. La science a prouvé que c'était le produit d'émissions très élevées pendant une période prolongée, ce qui met en péril les petits États et endommage l'environnement, les économies et la santé des nations qui produisent ces mêmes émissions, entre autres. La science climatique et le réchauffement climatique, ce n'est pas une arnaque. Si nous l'ignorons, si nous fermons les yeux là-dessus, ce serait à nos risques et périls. Nous appuyons une transition juste et ordonnée en matière d'approvisionnement énergétique. Une transition qui permet de plafonner et ensuite de réduire progressivement pour éliminer en définitive les hydrocarbures qui sont à l'origine de cette destruction, mais sans sacrifier la sécurité énergétique et le développement. Nous sommes favorables à un impôt sur le carbone, sur les plus gros émetteurs, publics ou privés,
les profits devraient aller directement à l'adaptation, au fonds pertes et préjudices, à la résilience. Le fonds pertes et préjudices doit fonctionner comme promis. Il doit être prévisible, il doit bénéficier de financement à l'avance, financement qui devrait servir à remédier aux conséquences des catastrophes. Ces fonds doivent être débloqués en temps opportun pour nous aider quand on en a besoin. Mais le financement doit être équitable et il doit arriver avant la survenue d'une crise. Aujourd'hui, le système financier international est inéquitable. Les plus vulnérables payent le prix fort, simplement pour se protéger. Ces catastrophes climatiques nous en contraignent à emprunter au prix fort pour reconstruire. La dette enfle et la résilience stagne par conséquent. Nous appelons donc encore une fois à l'adoption de l'indice de vulnérabilité multidimensionnelle dans toutes les institutions financières internationales afin que l'exposition au choc ouvre l'accès à des conditions plus favorables. Les prêts devraient nous permettre de lutter contre les changements climatiques. Les taux devraient être fixes et faibles, les périodes de remboursement plus longues, les périodes de grâce raisonnables et les clauses liées à l'endettement résilientes au climat. Après des chocs vérifiés, les versements devraient être automatiquement suspendus. Les prêts en monnaie locale pourraient mettre fin à certaines difficultés liées au change qui ne font qu'aggraver l'endettement sans ajouter de valeur. Tout ceci reviendrait à faire un pas vers la justice. Nous devons faire davantage, Madame la Présidente. Pour les îles comme la mienne, l'océan n'est pas un simple paysage, c'est une source d'alimentation et d'emploi, c'est l'occasion de nouvelles possibilités de croissance et de développement, mais il faut les protéger. Il faut agir contre la pêche illégale et non réglementée, non signalée, la pêche INN, contre les plastiques qui asphyxient les coraux, la pollution qui contamine les mangroves. En tant que gardien des zones économiques exclusives, les petits États sont les meilleurs partenaires pour protéger les océans. Alors, veillons à ce que des traités solides en matière de non-prolifération des hydrocarbures et des plastiques soient conclus, étendant les financements aux mangroves et aux algues et faisant des domaines maritimes des domaines protégés, sensibilisons à ces questions, fournissons des services de partage de données satellitaires notamment, aidons les PUD. Tant que la science indépendante n'aura pas prouvé que c'est source de dégâts, nous appuyons un moratoire sur l'exploitation minière en fonds marins. Personne ne devrait hypothéquer l'océan ou les fonds marins pour payer des factures à court terme. Antigua et Barbuda et Vanuatu ont obtenu du tribunal international sur le droit de la mer de la CIJ de la clarté juridique sur les obligations climatiques. Les avis consultatifs qu'ils ont rendus définissent aujourd'hui l'obligation des États en matière de prévention des dégâts et de protection des plus exposés. Si les plus grands émetteurs ne réduisent pas les émissions de gaz à effet de serre conformément à la science, les États victimes doivent avoir le droit de recourir à la justice conformément au droit international en cas de dégâts climatiques. Il ne s'agit pas d'hostilité, c'est la logique du droit, c'est la justice. Antigua et Barbuda est favorable aux réformes des Nations Unies pour inclure la participation des petits États insulaires afin que nous ayons une voix ferme et permanente dans les discussions du Conseil de sécurité sur les risques sécuritaires liés au climat. Ce que nous voulons, c'est que les plus vulnérables soient protégés. Si meilleur ensemble signifie quelque chose, cela doit signifier que nous devons agir là où les besoins sont le plus importants, là où la marge de manœuvre budgétaire est le plus étroite. Ceux qui invoquent les partenariats devraient nous aider à financer ces partenariats et les mettre en œuvre. Ce que nous demandons, c'est l'équité pour financer
cette action en tenant compte du risque, pour que la paix repose sur le droit, pour que les droits protègent les plus vulnérables. Nous demandons la chance de protéger nos vies et de préserver nos moyens de subsistance. Nous pensons que la justice ne sera jamais réalisée si l'on ne redresse pas les griefs historiques. Dans les Caraïbes, la tâche du colonialisme, de l'esclavage et du génocide est toujours là. La traite transatlantique est un crime des plus odieux commis contre l'humanité. Nous demandons donc réparation de la part de ceux qui ont commis ces atrocités, qui ont enchaîné physiquement nos ancêtres, qui les ont réduits en esclavage pendant des siècles et des siècles. Le colonialisme et l'esclavage ont imposé des routes commerciales rigides qui nous sont imposées aujourd'hui. Le sous-développement dont nous essayons de nous affranchir, les contraintes qui font de nous des fournisseurs et non des producteurs. La justice de réparation n'est pas une aumône, c'est une restitution de richesses extraites par le passé. C'est la rémunération d'un travail forcé, non rémunéré, de tueries barbares et d'abus physiques que nos ancêtres ont subis. Nous invitons nos partenaires à négocier sur ces questions de bonne foi pour bâtir une économie plus équitable pour tous. Madame la Présidente, concernant le Moyen-Orient, nous insistons sur le fait que les otages israéliens doivent être libérés par le Hamas. Les civils ne doivent jamais être pris en otage dans un conflit quel qu'il soit. Dans le même temps, nous condamnons le déplacement forcé des populations à Gaza et le génocide qui est en train de s'y dérouler. L'accès humanitaire doit être assuré, la protection des civils rendue non négociable. Antigua-Barbuda maintient sa position en faveur de la solution à 2 États. Israël et la Palestine doivent vivre côte à côte dans la sécurité et la dignité, conformément aux résolutions des Nations Unies. Le président de l'OLP n'a pas obtenu de visa pour assister à cette assemblée en personne, bien que nous nous félicitions de la décision de l'Assemblée de lui permettre de le faire par visioconférence. Nous rappelons à tous que l'ONU est avant tout une instance où toutes les voix doivent être entendues. Ce n'est pas ici que l'on doit censurer quiconque, surtout en temps de guerre et de conflit. Réduire des voix au silence ne fera pas disparaître les problèmes sous-jacents. En Europe aussi, la guerre en Ukraine doit déboucher sur la paix et la justice, et non pas une guerre d'usure et d'assiégement. Nous exhortons au retour à la diplomatie qui doit être ancrée dans la charte, et appelons tous les États à s'abstenir d'actions prolongeant le conflit ou d'actions qui les en font profiter. La paix s'accompagne du droit. C'est la seule paix qui peut durer. Maintenant, concernant Haïti, Madame la Présidente, ce pays qui a beaucoup trop souffert demande toute notre attention. L'improvisation n'est plus d'actualité. Les financements n'ont pas été suffisants pour apaiser les souffrances de cette nation. Ce que nous voulons, c'est un plan piloté par les Haïtiens eux-mêmes, exécuté sous la houlette du Conseil de sécurité, financé par un fonds haïtien transparent unique, aligné sur les objectifs des Nations Unies, de l'Organisation des États américains et de la communauté caribéenne, avec un seul budget et sous contrôle public. Les versements devraient permettre de reprendre le contrôle des routes aujourd'hui contrôlées par les bandes criminelles, mettre fin à l'extorsion, au financement illicite des trafics d'armes, protéger les civils et rétablir les services essentiels. Haïti a besoin d'un mandat, d'un plan piloté par les Haïtiens eux-mêmes et d'un seul fonds responsable et transparent. Tous les membres du Conseil de sécurité devraient appuyer la résolution qui a été proposée sur une assistance sécuritaire accrue pour Haïti. Il ne faut plus attendre pour agir. Le Conseil doit agir maintenant pour aider Haïti et son peuple qui a beaucoup trop souffert et depuis trop longtemps. Madame la Présidente, maintenant concernant les opérations de lutte contre les stupéfiants dans la mer Caraïbe. Sans juger les faits devant nous, notamment les rapports d'incidents meurtriers au large du Venezuela, nous réaffirmons ici un principe simple. La lutte contre le trafic de stupéfiants doit reposer sur la coopération et le droit.
Les interdictions devraient découler d'une autorité juridique claire et de règles d'engagement minimisant le risque pour la vie humaine, assurant le respect de la souveraineté, du droit de la mer et permettant un échange d'informations rapide et un examen de ces informations. Antigua et Barbuda est prête à travailler avec tous ses partenaires contre les trafiquants, mais nous sommes préoccupés par le fait que des moyens militaires soient regroupés dans la région, notamment un sous-marin nucléaire, ce qui indique le risque d'un conflit militaire. Nous rappelons à tous que notre hémisphère doit être une zone de paix et non pas un théâtre de conflit militaire. Maintenant, concernant Cuba. Depuis plus de 6 décennies, le peuple cubain vit sous un embargo commercial suffocant. Cuba est toujours considéré par un pays, État, sponsor du terrorisme. Mais nous savons qu'il s'agit là d'une... nous savons qu'il n'y a rien de vrai là-dedans. C'est dans l'intérêt de notre hémisphère de normaliser les relations conformément à l'égalité souveraine. La normalisation n'est pas une concession. C'est la meilleure façon d'arriver au dialogue et de faire en sorte que la stabilité régionale soit négociée et débouche sur des accords contraignants. Et pour ce qui est de la santé mentale, une question qui touche toutes les personnes, toutes les familles du monde entier. J'aimerais dire qu'1 milliard de personnes vivent aujourd'hui dans des conditions difficiles du point de vue de la santé mentale. Et pourtant, en moyenne, les gouvernements dépensent environ 2% seulement de leur budget sanitaire sur cette question. Les lacunes en matière de traitement sont importantes. Les égalités se creusent, notamment dans les pays à revenus faibles et intermédiaires, ce qui alimente une épidémie de la santé mentale dans ces pays. Les suicides arrachent la vie à 1 million de personnes chaque année. C'est une des principales causes de décès pour les jeunes. Au mois de juin dernier, Antigua et Barbuda a accueilli l'Assemblée générale de l'Assemblée mondiale de la santé. Nous avons permis l'adoption d'une résolution pour notre hémisphère sur l'amélioration de la santé mentale dans les Amériques, avec des mesures pratiques sur des plans nationaux, des services communautaires, la parité dans la couverture, le développement de la main-d'œuvre et l'accès numérique. La santé mentale n'est pas une fatalité, c'est un problème que l'on peut résoudre. Et j'aimerais vous rappeler à tous que la santé mentale est aussi un droit humain. Être en bonne santé est un droit. Lorsque nous investissons dans la santé mentale, nous pouvons permettre aux personnes de réintégrer leur communauté, de travailler. Donc, cela permet l'essor des pays sur le plan économique, notamment. Antigua et Barbuda souhaitent aujourd'hui qu'une résolution concernant la santé mentale soit adoptée, car nous considérons cette question comme essentielle au développement. Ce que nous avons énoncé ici est le strict minimum nécessaire pour honorer la charte à l'occasion de ses 80 ans, car les tempêtes ne font que s'intensifier, les dettes s'alourdissent, l'inéquité augmente et pourtant les solutions sont toujours les mêmes. Nous devons faire prévaloir les règles, l'équité, l'intérêt de l'humanité doit être au centre de nos intérêts. Pour que le monde soit vraiment meilleur, ensemble, nous devons être responsables ensemble, responsables à tous, non pas à quelques nations, mais à toutes les nations, non pas à la génération présente aujourd'hui seulement, mais aux générations suivantes aussi, non pas à ceux qui détiennent le pouvoir seulement, mais à ceux qui le donnent. Merci de votre attention. Je remercie le ministre des Finances, de la gouvernance institutionnelle et des partenariats publics-privés d'Antigua et Barbuda.